La Sardaigne est une île qui est émergée de la mer il y a une éternité, lorsque la vie n'existait pas encore sur la planète. Le long des siècles, la mer, le vent et le feu ont modélé ses formes, et ils sont encore aujourd'hui des forces naturelles qui conditionnent la vie des habitants. Chaque peuple est fier de son histoire et essaye de sauvegarder ses propres traditions. Malheureusement, la mémoire historique se perd bien trop souvent dans les labyrinthes du temps. Pourtant, le désir de conservation, une qualité propre aux êtres humains, et la volonté de transmettre ces connaissances aux plus jeunes sont d'une importance capitale afin d'assurer que les générations futures puissent connaître, comprendre et voir revivre la vie du passé. Comme la plupart des régions italiennes après la Deuxième Guerre mondiale, la Sardaigne aussi a changé son rythme et style de vie. Grâce à cela, l'île a su affronter les temps modernes. Malheureusement, ce désir d'innovation a provoqué également la disparition d'un monde lointain, où les hommes faisaient de leurs mains les travaux manuels, où les machines n'existaient pas encore. Les habitants de la Sardaigne vantent une histoire antique, ainsi qu'une civilisation qui, pendant des millénaires, a été obligée à se confronter avec la dure réalité d'une terre pauvre en ressources. La nécessité de se procurer des objets utiles à la vie de tous les jours a inévitablement stimulé la créativité et les capacités manuelles des Sardes, à tel point que la production artisanale est encore de nos jours, sans doute, un des aspects les plus fascinants de la Sardaigne. Cette ferveur créative retrouve ses racines dans les temps éloignés, quand la survie de la plupart des habitants de l'île dépendait de l'élevage des brebis et de l'agriculture. Bien qu'il y ait d'importantes différences entre la vie que l'on menait il y a quelques décennies et la vie actuelle, les Sardes ont quand même réussi à conserver de nombreuses particularités de la vie sociale et économique, grâce à l'insularité et le caractère conservateur que celle-ci comporte. Les métiers antiques ont en effet miraculeusement survécu et sont encore aujourd'hui pratiqués aussi bien par les artisans qui vivent au cœur de la Sardaigne, loin de la mer, que par ceux qui vivent le long des côtes. Ces activités, qui sont considérées de véritables expressions artistiques et culturelles, ont contribué à forger une identité ethnographique bien précise. Dans ce documentaire, nous mettrons plein feu sur les zones de la Sardaigne qui sont baignées par la mer. Nous découvrirons qui y perpétue encore les traditions artisanales antiques. Le long des côtes, l'homme a en effet toujours dû faire face à la nécessité de posséder des ustensiles, des récipients et des utiles, ce qui a évidemment stimulé le talent et la créativité des artisans sardes, dont nous révélerons des rares vertus, ou bien les talents du peuple de la côte. La lumière chaude du soir annonce la fin d'une journée de travail intense. Le soleil se couche à l'horizon et crée l'ambiance idéale pour le repos bien mérité. Les vents diminuent, la mer se calme, l'île se repose. Les gardes d'une longue nuit sillonnent fièrement l'obscurité. Le nouveau jour apporte l'enthousiasme de la vie qui renaît et le désir de créer, de produire et d'inventer. L'art de l'entrelacement est parmi les plus antiques des œuvres manuelles. Il est né probablement lorsque les premiers êtres humains peuplèrent la Terre.
Le vol planeur et silencieux de ce magnifique oiseau nous fait pressentir que nous nous trouvons sur la côte montagneuse qui mène d'Alghero à Bosa. Les falaises plongent dans les eaux turquoises. Ici, nous retrouvons l'habitat du vautour veuf, un des derniers vautours de la Méditerranée. Le profil montagneux de la zone est interrompu par une ample vallée. C'est ici que nous trouvons le berceau du Témo, le seul fleuve navigable de l'île. Fondée par les marchands phéniciens, la petite ville de Bosa s'est développée non seulement le long du rivage, mais aussi vers l'arrière-pays, à l'abri des influences maritimes, en longeant le fleuve paisible. Pour les habitants de Bosa, l'eau est depuis toujours synonyme de vie. C'est précisément grâce à la présence de l'eau et aux activités humaines liées à l'eau que les traditions artisanales qui survivent depuis des centaines d'années se sont développées. Une de ces activités est précisément le filet brodé, une technique dentelière. Les origines de cet art ne sont pas connues. Sa forme la plus ancienne fut probablement le filet de pêche noué au filet épais, semblable à celui que nous connaissons encore aujourd'hui. Les pêcheurs confectionnaient des filets trapézoïdales, rectangulaires ou carrés à l'aide d'un cadre de bois, tout en utilisant des fils rugueux et peu précieux, et grâce à leur habileté manuelle remarquable, ils créaient l'émail selon une technique bien spécifique. C'est précisément de cette activité liée au monde des pêcheurs qu'une des plus originales créations artistiques est née. L'idée, en réalité, était très simple et est née spontanément. Les femmes, à l'instar de leur mari, utilisaient exactement les mêmes points pour broder surandadu, ce qui indique précisément le filet à broder tendu dans un métier en bois. Omma, Abba, affitto l'alzato bene, anda. Sì, sì. E noi ritirato appena Appena tirato il cuore. E poi girati sullo spavo. Caro, c'è da bene. Hanno fatto un puzzone scritto in 9. O Saldindas. Hanno fatto il centro in 9, con stella in mezzo, o Saldindas in giro. Sì. Transmise de mère en fille, la création du filet brodé est une activité longue et intense. Le résultat est une dentelle précieuse avec des motifs délicats qui s'inspirent d'antiques symboles religieux ou des éléments présents dans la nature, souvent liés aux aspects importants de la vie rurale, tels que les sarments de vigne, les grappes de raisin, les motifs floraux ou les figures d'animaux, surtout des oiseaux. Jusqu'il y a quelques décennies, les brodeuses qui travaillaient pour les ateliers artisanaux recevaient une rémunération basée sur la quantité des écheveaux employés pour la création des dentelles. Malheureusement, et malgré les tentatives de fonder des écoles pour sauvegarder l'art de la broderie sur filet, les jeunes femmes ne semblent plus se passionner pour la dentelle, pour une vie aux saveurs antiques, presque incompatibles avec les exigences du progrès. De nos jours, cet art antique connu et pratiqué en d'autres régions italiennes semble voué à disparaître. Ici à Bosa, ce ne sont que les femmes âgées qui offrent leurs produits aux touristes, attirés par la beauté de la dentelle artisanale, mais ignorent du fait qu'ils achètent un objet qui fait partie d'une longue tradition
liée à l'histoire sarde, mais qui malheureusement risque de disparaître. Au nord de la Sardaigne, presque au centre du golfe étendu de l'Asinara, une colline modeste mais importante pour son histoire raconte les faits illustres de la domination de la République maritime de Gênes. Au sommet de la colline se dresse la forteresse construite en 1100 par les Doria, une importante famille génoise. Le long des pentes du château s'est développé le centre habité, qui jusqu'en 1869 n'était accessible que par la mer. Depuis presque 250 ans, le centre animé, niché dans la colline et orienté vers la mer, porte le nom de l'île, Castelsardo. C'est entre ces murailles imposantes que naît le panier de Castelsardo. Dans ce bourg médiéval, l'art du tressage des paniers retrouve ses origines dans un passé lointain, quand la matière première, à savoir le palmier nain, fleurissait aux alentours et sur les côtes rocheuses de la Sardaigne du Nord. Les artisanes infatigables passent des journées entières à confectionner des paniers petits ou moyens. Il n'arrive que rarement qu'elles produisent des exemplaires de grande dimension. Ceux qui visitent Castelsardo aiment bien fureter dans les ruelles antiques et emporter chez eux ces paniers uniques pour leurs motifs et pour les matériaux avec lesquels ils sont faits. Avant de pouvoir employer le palmier nain pour le tressage des paniers, il faut le sécher et ensuite le rendre moins raide. Depuis quelques décennies, ce matériel n'est plus fréquemment utilisé. Désormais, les artisans préfèrent employer la raffia naturelle, importée de l'île africaine de Madagascar. Les filets de raffia sont subtils, doux et robustes. Ces caractéristiques la rendent extrêmement maniable et facile à travailler. Aussi bien dans les parties arrondies que dans les angles, il cède juste assez pour garantir la compacité, l'uniformité et la longue durée du produit final. Assister maman ou grand-père dans le travail pour les petits garçons signifie s'amuser en jouant entre des paniers et des burettes colorées. Pour les petites filles, en revanche, ce n'est qu'un premier contact avec le monde des paniers. Pour elles, le jeu probablement deviendra une passion qui les accompagnera toute la vie. Io ho imparato da piccola dalla mia nonna perché lo facevano tutti i cestini in questa casa, lo faceva la nonna, la mamma, le cognate, tutti quelli che ci sono abitati. Insomma. Il cestino di Castelsardo è un'arte antica che le donne hanno imparato sin da piccole, io ho imparato a 5 anni forse. E i cesti sono nati perché servivano in agricoltura per mettere la frutta, per mettere il pane, per mettere, anzi come corredo addirittura le donne quando si sposavano ne avevano una serie, grandi e piccoli, serviva appunto per mettere la farina e tutto quello che ci voleva per fare il pane. E i primi cesti si sono fatti con la palmanana è questa. È un arbusto mediterraneo che cresce qui spontanea.
I contadini andavano in campagna e ne prendevano 5 o 6 germogli da un grande cespuglio, perché altrimenti la pianta moriva. Adesso è protetta e non se ne può prendere più di tanto. È protetta soprattutto perché i giovani, non sapendo come tirarla, prendevano la roncola e tagliavano tutto il cespuglio. E questo era male, perché poi la pianta non cresceva. La palmanana appunto è bella perché è molto robusta. Infatti i cesti fatti con la palmanana durano anche 100 anni. Io questo ce l'ho perché mio marito ha una campagna e la coltiva per me. Ecco, è solo un pochino, tanto per farne qualcuno. Adesso abbiamo cambiato materiali e usiamo la raffia, che è molto più morbida da adoperare. Ecco, è questa che sto lavorando io in questo momento. La raffia l'hanno introdotta i contadini per legare le viti. Viene dal Madagascar ed è molto bella da lavorare perché è sottile, quindi si presta bene a fare questo tipo di lavoro. Noi cerchiamo di proteggere la natura come possiamo. I sardi sono molto attaccati alla loro terra e quindi cerchiamo in tutti i modi di salvare queste belle piante che abbiamo. Cette femme nous a touchés. Non seulement par ses qualités artistiques, mais surtout par sa façon de travailler, avec douceur et gentillesse. Bien sûr, il serait facile de dire qu'elle sourit tout simplement à cause de la présence des caméras, mais son visage reposé et souriant nous dévoile qu'elle est tout simplement heureuse, passionnée par son travail. Dans le centre occidental de la Sardaigne, dans la province d'Oristano, ce ne sont pas uniquement les nuraghi millénaires qui témoignent du passé. Il y a autre chose. Quelque chose qui devait garantir la survie de l'homme dans cet environnement particulier. Le territoire d'Oristano est connu pour la présence de plusieurs zones humides qui débordent de vie. Plusieurs espèces d'oiseaux y vivent toute l'année, tandis que d'autres ne s'arrêtent dans les lagunes que pendant leur migration entre l'Afrique et le nord de l'Europe. Ce territoire mystérieux, riche en faune ornithologique, a depuis toujours assuré la survie des populations locales. Ici, en effet, une autre caractéristique des Sardes qui vivent le long des côtes est révélée, à savoir leur habileté à la pêche dans les eaux internes. Il n'est pas facile de se déplacer dans ces étangs, dont la profondeur n'est souvent que de quelques centimètres d'eau. Sans doute, dans le passé, c'était même plus difficile, non seulement parce que les étangs et les territoires limitrophes étaient marécageux et impraticables, mais aussi parce qu'ils étaient riches en méandres et trop inattendus parmi la végétation. La nécessité de se déplacer dans ces étangs inhospitaliers mais poissonneux a porté à la naissance d'une embarcation traditionnelle dont les origines sont douteuses. Il s'agit soit d'une création autochtone, fruit de la créativité des pêcheurs sardes, soit d'une coïncidence avec l'arrivée des Phéniciens sur les côtes de notre île. Il est probable que ce dernier soit arrivé en Sardaigne avec ces petites embarcations faites avec des bottes roseaux de papyrus reliées avec des cordes végétales. À Baratti San Pietro, un petit centre habité aux alentours d'Oristano, Efisio Cano et son fils Pietro sont parmi peu d'autres les derniers gardiens d'une tradition orale. Celle-ci, qui, née par les exigences de la vie, a assumé dans le temps le caractère d'une fierté personnelle qui doit être transmise au propre fils. Interrompre la tradition des pères et des grands-pères signifie faire tort aux aïeuls. Apprendre le métier de son père ou bien suivre les traditions liées à certains aspects de leur vie est encore de nos jours de quoi être fier. Pronte, Suor Vaschi?
Une de ces traditions est liée au secret de l'art antique, de la création des fassonis, qui sont désormais le symbole de cet angle de la Sardaigne. Fassonis signifie bottes de plantes paludéennes. La référence est visée à un type particulier de jonc lacustre, appelé aussi féo ou fenouil. Au passé, il poussait dans les étangs de Sinis. Aujourd'hui, il ne se trouve que dans quelques zones le long des cours d'eau. Pour construire un fassone, il est indispensable de suivre des règles et des procédures bien précises, afin de rendre ce petit bateau léger et flottant. Pour assurer la résistance à l'eau, une connaissance profonde du cycle de vie de la plante est d'une importance cruciale. Elle ne peut être coupée que pendant une période déterminée de l'année, à savoir de mi-juin à mi-juillet. Après avoir coupé la plante, il faut la sécher pendant 15 jours. Pendant cette phase, la plante ne peut pas être mouillée, même pas par quelques gouttes de pluie, parce que même ce minimum d'eau pourrait la faire moisir, en la rendant donc inutilisable. Quand la matière première est prête, on peut procéder à la construction. Les plantes spongieuses sont divisées en petites bottes qui correspondent plus ou moins à la grandeur de 2 mains serrées. Mises les unes à côté des autres, les bottes les plus petites forment la coque, dont le fond plat est large d'environ 1 mètre. Pour relier les tiges, certains artisans emploient toujours des cordes végétales, tandis que d'autres ont commencé à employer des cordes synthétiques, ce qui est évidemment plus pratique. Des bottes longues d'environ 4 mètres déterminent la longueur maximum de l'embarcation. La proue est légèrement courbée vers le haut pour que l'embarcation ne rencontre pas de résistance pendant la navigation, tandis que la poupe est plate, ce qui la rend plus stable. C'est un travail long et difficile, et il faut plusieurs jours pour l'achever. Pendant les phases finales, les côtes à bâbord et à tribord, c'est-à-dire des bords supérieurs sur le flanc droit et gauche, sont renforcées. De cette façon, une plus grande stabilité est assurée pendant le roulis, ce mouvement que toutes les embarcations font de leur axe longitudinal, en se balançant à droite et à gauche et vice-versa. Bien que les fassonis ne soient plus employés ni pour la pêche ni pour la chasse dans les étangs, Pietro et son père ont offert à notre troupe la possibilité de tourner quelques séquences qui évoquent le passé. Observer les fassonis lorsqu'ils naviguent est quelque chose de très émouvant. Dans la Méditerranée, cet héritage fascinant d'un passé lointain ne peut être observé qu'ici en Sardaigne et le long des rives du Nil. Dans le nouveau continent, uniquement des pêcheurs sur les Andes péruviennes et dans le lac Titicaca offrent encore un spectacle pareil. Aux alentours d'Oristano, ces charmantes compagnons de travail conduisaient les pêcheurs dans des lieux indiqués par les plus anciens comme des eaux poissonneuses. Et là, ils jetaient leurs filets. La perche employée pour pousser l'embarcation était également un instrument précieux pour agiter avec violence l'eau et la végétation, ce qui débusquait les poissons en les poussant vers le filet. Et les filets se remplissaient. Le poisson le plus commun appartenait à la famille des mulets. Les uns étaient plus savoureux que d'autres, mais tous étaient comestibles. Très souvent, dans les filets à mailles fines, finissaient aussi de gros poissons, inaptes à la consommation. Nous vivons dans l'ère de la modernité, où les changements infinis imposés par la technologie conditionnent la vie.
Mais c'est grâce à la passion d'une poignée de gens que nous avons eu la possibilité de tourner ce documentaire et de vous montrer les saveurs de la vie faite de choses simples, essentielles, et qui donnaient, qui le sait, peut-être plus de satisfaction et de bonheur. Au sud de la Sardaigne, le long des côtes occidentales de la province de Cagliari, nous rencontrons Virgilio Meloni, le dernier constructeur des pipes. Nous sommes heureux d'apprendre que les créations du maître pipier sympathique et méticuleux ne sont plus employées pour fumer, même si on en soit parfaitement capable. La manualité avec laquelle les pipes sont construites permet d'obtenir des pièces uniques, précieuses, très demandées par les collectionneurs. L'originalité de cette pipe ne relève pas seulement des méthodes d'élaboration, transmises de génération en génération, mais surtout des matériaux employés, c'est-à-dire des éléments tout à fait naturels. Tous ceux qui se soucient des ressources environnementales les emploient rationnellement, même si elles n'ont besoin que d'une petite quantité, comme c'est le cas ici. Virgilio cherche quelques branches de sureau. Comme nous sommes déjà au mois de novembre, Virgilio est surpris de voir l'arbre en fleurs. Normalement, la floraison a lieu vers le mois d'août. Les branches ont l'écorce marron cendrée et elles sont parfaites pour être transformées en tuyaux de pipe, vu qu'à l'intérieur, elles ont une moelle spongieuse qui peut être facilement enlevée. La végétation est luxuriante, mais cela ne tente pas notre ami de changer ses idées sur les ressources naturelles. Bien qu'il ait à disposition beaucoup de sureau, il les traite avec respect. La plante n'est ni déracinée ni détruite. Il emporte tout simplement les petites branches qu'il employera, tout en permettant à la plante de se régénérer. Il prête aussi une attention particulière aux autres formes de vie qui se camouflent entre les feuilles vertes du petit arbre. Dans l'arrière-pays, à quelques kilomètres de la côte, il rassemble une petite quantité d'argile blanche. Cette modeste doline dépourvue de végétation cache dans son sous-sol une masse terreuse douce et malléable. Sa tonalité, sa pureté et sa forte cohésion la rendent particulièrement conforme aux exigences du maître pipier. Afin de donner la juste coloration et la consistance due au corps de la pipe, il doit trouver aussi de l'argile rouge. Il n'est pas difficile de trouver ce type précis d'argile, car il est très fréquent, surtout le long du littoral. Le défi consiste en rejoindre la rive de la mer en franchissant des sentiers souvent inaccessibles. Virgilio se déplace avec certitude sous le soleil tiède de l'automne sarde, jusqu'au moment où il rencontre une petite motte de terre qui n'est pas touchée par la fureur périodique des tempêtes de mer. Il en emporte une petite quantité, tout en vérifiant sa consistance. Le choix des matières premières est capital. Un type de terre inadapté risque de ne pas s'amalgamer homogènement, ce qui peut causer des fêlures lors de la confection de la pipe. Au toucher, le spécimen semble bon, mais l'artiste scrupuleux préfère quand même le baigner avec l'eau de mer. Enthousiaste, il affirme que l'argile est parfaite parce que, outre la bonne coloration et ductilité, elle contient peu d'impuretés, ce qui facilitera le travail pendant la phase du filtrage.
Les petites branches raides de sureau doivent obtenir une forme courbée avant d'être évidées à l'intérieur. Virgilio exploite les fers robustes d'une ancienne balustrade et attend que le temps plie les branches. En été, il faut compter une trentaine de jours. En hiver, il faut attendre presque 2 mois. Mettiamo un paio di litri d'acqua sul vaso. Cominciamo ad aggiungere la terra bianca, mista col marroncino, ancora bianca, marroncina, questa la rompiamo, una zolla grande. La phase la plus délicate du travail est sans doute la préparation de l'argile. L'artisan méticuleux mélange les 2 types dans un récipient rempli d'eau. Dans ce cas-ci, il dose équitablement les portions afin d'obtenir une couleur qui s'approche d'une noisette claire. Dans les heures qui suivent, il élimine scrupuleusement les impuretés en suspension. Après à peu près 5 heures, l'argile s'amalgame et l'artisan peut passer enfin au filtrage. Sì, pronto. Se mi vuoi dare una mano col colino, Cinzia, facciamo la colatura. Le composé est égoutté à l'intérieur d'un sac en toile où les matières premières utiles seront retenues. Ce procédé permet un écoulement rapide de l'eau en excès et favorise une lente évaporation et une dessiccation progressive de la pâte. Ecco, facciamo l'ultimo colino, così l'abbiamo tolta tutta l'impurità della nostra terra per le pippe. Le filtrage permet de retenir et d'éliminer des impuretés minuscules, ce qui est indispensable pour une bonne cuisson de la pipe. Si les pipes contiennent des impuretés, elles risquent de se fissurer lorsqu'elles sont exposées à des températures très élevées. Le sac restera exposé à l'ouvert pendant 2 mois à peu près. À la fin de cette période, le mélange aura perdu toute l'eau et son volume sera réduit à moitié. Allora Davide, queste sono la pasta che mi sono preparato un paio di mesi fa, 2 mesi per l'esattezza. L'altra che abbiamo messa invece deve stare 2 mesi, 60-70 giorni, dipende dal tasso d'umidità. Batte così, a volte che non ci siano bolle, e diventa più compatta. Questa è pronta per la lavorazione delle pippe.
Bien que tout cela semble d'une facilité incroyable, en réalité il faut toutefois modeler, percer et émousser le fourneau en le rendant communiquant avec le trou et il faudra fixer le tuyau. Ces opérations délicates demandent une grande adresse et une longue expérience, mais aussi une patience extraordinaire, car seulement le modélage et le creusage de l'argile demandent toute une journée de travail. Vers la fin de la journée, après qu'il les a colorés avec soin, chacune de façon différente et pourvue de sa signature, Virgilio les a enfin séché les formes des pipes. Quelques jours plus tard, les formes sont parfaitement séchées et prêtes à la cuisson. Elles sont encore fragiles et elles doivent être traitées avec soin, jusqu'à ce qu'elles ne seront endurcies par la force silencieuse mais puissante du feu, qui les rend robustes et résistantes, presque éternelles comme des rochers. Allongées sur une grille, les pipes recevront la chaleur de la braise sous-jacente et de celle qui les couvre. Ce système permet d'obtenir des températures élevées, jusqu'à la température idéale d'à peu près 900 degrés. Soumises à cette variation de température considérable, les pipes deviennent incandescentes. Elles révèlent l'exécution parfaite des phases précédentes. Si une pipe ne possédait qu'un petit grain d'impureté, elle se serait brisée et elle serait devenue inutilisable. Le feu pétrifie l'argile, mais il laisse aussi des résidus qui doivent être enlevés. Et puis, on travaille pour rendre la pipe attrayante d'un point de vue esthétique. La superficie externe est recouverte avec de la cire d'abeille, ce qui la rend brillante. Il est temps maintenant de préparer le revêtement en cuivre qui couvrira partiellement le corps de la pipe. Cette caractéristique, ainsi que le nom du pays où cette tradition est conservée, identifie cet objet de fabrication artisanale. Sapipa allutonara, littéralement la pipe cuivrée, connue aussi comme sapipa teuladina, la pipe de teulada, est beaucoup plus qu'un simple objet né de l'habileté humaine. Ce petit chef-d'œuvre artisanal démontre que ce désir de créer, de planifier, de découvrir est une caractéristique passionnante de la nature humaine. Non ce n'è una uguale, perché sono rigorosamente fatte a mano. Ci ricordiamo da quando abbiamo cercato i cannelli di Sambuco sulla campagna, poi a cercare la terra e la colatura e tutto quanto. Dopo tanto tempo, guardi come arriva la pipa lavorata, è una cosa come ai vecchi tempi. Tutto era rustico, tutto era così elementare. Mi dispiace che i giovani non abbiano più la pazienza che avevamo noi una volta. Purtroppo questa arte antica sta scomparendo. Io sono rimasto l'ultimo costruttore di pipe. Bien que la Sardaigne soit une région où l'héritage du passé est assez bien protégé, elle est aussi une île en plein développement, moderne et accueillante. Ceux qui ne connaissent ni la Sardaigne ni les Sarthes seront touchés par le caractère particulier de ses habitants, de l'attachement à la famille et à leur terre entourée par la mer. La vie traditionnelle que nous avons observée dans ce documentaire peut désormais être appréciée seulement en miniature, et nous ne savons pas pour combien de temps encore. Peut-être que dans un futur proche, les enfants pourront connaître ces valeurs culturelles seulement en regardant les vitrines froides des musées.
Peut-être il y aura quelqu'un qui leur racontera combien les mains de ceux qui créent ces objets étaient habiles. Ensuite, grâce à leur imagination, ils devront essayer de se faire une idée des passions de leurs ancêtres. Malheureusement, l'art du tressage, de broder et d'unir des bottes végétales, cette interaction de l'homme avec les dons de la nature, doit confronter les temps de réalisation particulièrement longs aux exigences d'un marché qui préfère les imitations, qui sont évidemment beaucoup moins chères par rapport aux produits réalisés à la main. Toutes ces conditions déterminaient la disparition avec les vieux artisans d'une vie qui pendant des siècles est restée presque inchangée. Désormais, il est presque impossible de rencontrer des jeunes qui sont disponibles à perpétuer les usages traditionnels, artisanaux, voire musicaux. Mauro est sans doute un des rares jeunes qui a décidé de perpétuer l'emploi et la musicalité de la launedda, un instrument à vent et un des instruments les plus antiques de la culture sarde. Les notes mélodiques, presque nostalgiques du jeune artiste nous invitent à sauvegarder la culture du passé. Il va de soi que les jeunes doivent envisager leur futur, mais il est important qu'ils le fassent sans négliger la sagesse des aïeuls, qui pour passion ou pour nécessité ont fait de sorte qu'aujourd'hui nous puissions connaître les joies et les sacrifices de leur génération, ce qui nous permet d'apprécier l'art humble mais précieux du peuple de la côte.